Donc, je me permets d'introduire notre journée pour ouvrir le débat en rapportant les concepts et les questions énoncés par certains penseurs pour alimenter notre question principale. Quelle médiation artistique à l'usage du numérique sans faire une énième prescription? Le premier concept, c'est le concept de dispositif. Georgia Agamben considère le numérique comme un dispositif de positivité qui, dans un corps à corps avec l'individu, l'entraîne dans un processus de subjectivation. Comme l'hominisation, ce processus reproduit une scission entre l'être et l'action. Cette scission sépare le vivant de lui-même et du rapport immédiat qu'il entretient avec son milieu. Le vivant connaît alors l'ennui et l'ouvert. Et l'ennui, c'est la suspension de son rapport immédiat avec ses désinhibiteurs. Et l'ouvert, c'est la possibilité de connaître l'être en tant que l'être et de construire un monde. Un deuxième concept fondamental, c'est l'économie de l'action. Serge Proust annonce l'avènement du capitalisme de surveillance et Shoshana Zuboff, en l'analysant, préconise alors d'éliminer le mot technologie de notre vocabulaire pour mettre à nu et discerner son modèle économique. Cette préconisation nous évite de tomber dans deux faux débats, celui des ludistes de la bonne ou de la mauvaise technologie et celui de l'idéologie d'inévitabilisme, ce qui nous libère du paradigme dominant d'être en retard technologique et de céder à une politique d'inclusion numérique à tout niveau et sans réflexion. En absence d'un modèle économique public, les GAFAM ont imposé leur propre modèle depuis 2 décennies. Après une première phase d'extraction de nos données personnelles pour des publicités ciblées, elles modélisent nos structures mentales et investissent sur notre comportement à venir. Leurs matières premières sont nos expériences humaines qu'elles injectent dans les machines intelligentes qui les traduisent en données comportementales afin d'élaborer les produits de prédiction destinés au marché des comportements futurs. Ils agissent sur nos comportements à venir en intervenant directement pour inciter, influencer, ajuster et aiguillonner. Ceci constitue une nouvelle économie, l'économie de l'action, usant d'un pouvoir, c'est un mot assez étrange, instrumentarien sur notre corps et notre âme. Le concept de vide ontologique. L'industrie de la robotique, dans son développement, pour ne pas effrayer l'homme par sa ressemblance, a évité la vallée de l'étrange. C'est un concept de Mori, un roboticien japonais, qui annonçait ça en 1970. Elle a plutôt choisi de s'introduire dans l'homme par une opération d'hétéromorphose pour combler ses vides ontologiques. Concept d'Emmanuel Grimont. Besoin d'amour, de reconnaissance, de mémoire, de spiritualité et de performance. Ces technologies prolongent les organes de l'homme pour lui procurer un sensorium augmenté. Toutefois, ce que rapporte ou promet une technique en élargissant le champ des possibles est toujours en tension permanente avec la tentation de réduire l'environnement à n'être qu'un milieu conditionné. C'est le propos de Guillaume Cyr. Le concept du mode calcul. Sur les interfaces des réseaux, entre les émetteurs et a fortiori entre les émetteurs et les receveurs, les perceptions subissent des modifications, modélisation, synthétisation et a fortiori des simplifications. Cette préfiguration en mode calcul réduit les timbres de nos perceptions, soit leur complexité, pour qu'elles deviennent calculables et manipulables en les coupant de leur milieu essentiel, leur sémiose. Cette forme de perception, la technestasie, est constituée des signes manipulables par le calcul, dans une indifférence au processus de sens qui l'aurait consubstantiel. Ce sont les propos de Nicole Pinier. Ces intermédiations algorithmiques entre nous et les choses et les êtres du monde induisent alors
sous certaines conditions, d'un côté un durcissement de la plasticité référentielle du langage et surtout de l'autre côté une canalisation vicieuse de la sensibilité et de l'imagination. C'est la pensée de Pietro Montani, philosophe esthéticien. Le concept de normativité implicite est proposé par Roberto Casati. Il parle des réseaux sociaux qui agissent comme une gigantesque encyclopédie de prescriptions et finissent par nous imposer une normativité implicite. Cette normativité implicite impose une délibération sur les moyens et non sur les fins, à savoir accepter sans discussion que l'on a déjà résolu la question des fins. Il n'est même pas besoin de creuser davantage. Que nous reste-t-il à chercher? Les meilleures manières de faire la blanquette de dévot, de s'habiller, de pratiquer un instrument, de décorer sa maison et de faire l'amour sont déjà déterminées. Nous sommes sous l'emprise d'un système de recommandations généralisées. Les machines doivent imiter des humains qui ressemblent de plus en plus à des machines, comme si, en acceptant de nous conformer à une image diminuée de nous-mêmes qui nous réduit à être des appendices des machines, des variables de leur algorithme, nous nous efforcions implicitement d'aider les machines à réussir le test de Turing. Sans pouvoir s'extraire du dispositif et de réfléchir, cette inclusion effrénée menace non seulement nos droits, mais pose des très sérieux problèmes de préservation de notre intégrité en tant que personne capable de connaître, d'apprendre et de se développer. Qui est qui? Qui sommes-nous devenus? Peut-on effacer et oublier pour pouvoir réinventer, imaginer autrement, recommencer? Quels conditionnements subissent notre corps, nos affects, notre imaginaire, notre mémoire et nos pensées lorsqu'ils sont augmentés? Qu'est-ce qu'ils deviennent? La puissance hypnotique du médiumnique des réseaux exerce une résonance à travers de nos perceptions, se répand, vibre et engage tout le corps. Yves Citon pose la question de comment retrouver et vivre un corps immédial. Est-ce possible? Comment réagit-il, cet homme augmenté, face à la complexité du vivant? Que se passe-t-il si je ne souhaite pas que ma vie s'écoule pas par leur sens? Qui sait? Qui décide? Qui décide? Qui décide? Ne savent-ils pas plus sur nous, plus que moi sur moi? Peut-on imaginer le web comme avec un autre design? Quel type et forme de médiation artistique à l'usage de RSN peut-on imaginer? C'est pourquoi, à l'inverse de Collodi, contons l'histoire d'un pantin qui part sur le chemin d'initiatique de l'hominisation, nous proposons d'étudier le chemin inverse, sur la façon dont les RSN, les réseaux sociaux numériques, dans leur laboratoire vivant, conçoivent des applications pour nous affecter, nous façonner et nous conditionner. Telle une marionnette, le corps, le geste et l'esprit dans un mode de vie augmenté, numérisé et connecté. Nous nous intéressons à la fois au marionnettiste, à sa logique et à ses ficelles qui imprègnent la technologie et la met en œuvre. Et aussi, nous nous intéressons à la marionnette, à son corps, à ce qui l'habite, à son nouveau mode de vie, pour saisir ce qui nous saisit, pour ouvrir la voie d'une réflexion critique. Notre hypothèse serait que les expériences esthétiques scéniques créent des liens directs avec les êtres et les choses du monde, en contrepoint, par distanciation, et ils ouvrent la possibilité de s'émanciper de dispositifs instrumentariens. Selon Jean-Paul Fourmentreau, une médiation au numérique réussie doit produire une réflexivité critique, une autonomie et une réappropriation des cultures matérielles. Donc, je repose la question du départ. Comment réaliser une médiation artistique à l'usage du numérique sans faire une énième perception?
Voilà, donc je remercie tout le monde d'être là. Nous sommes très nombreux autour de ces tables rondes d'artistes, de médiateurs et de chercheurs et des étudiants. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je passe la main donc à Sophie Gell qui va animer, donc maîtresse de conférence HTR du laboratoire SEMTI, qui va animer la première table ronde.